les réseaux sociaux nous apportent pas que du bon. On en a, on en a la preuve récemment et c'est vrai que j'ai été très intriguée par le travail d'une jeune femme au prénom pas habituel, mais Aïda Amara, je me dis avec un peu de chance, c'est quelqu'un de chez nous et surtout j'étais très intriguée, elle est avec nous aujourd'hui, c'est du travail que tu as fourni au travers du documentaire qui s'appelle Revenir et puis surtout des podcasts que tu as eu la gentillesse de m'envoyer par la suite, qui sont, qui sont à peu près, qui sont produits à peu près à la même époque, hein. Oui, Avant? c'est ça, Ouais, ouais. ouais, J'ai commencé par les podcasts, donc le ouais, premier podcast est sorti en 2022, donc ouais. c'était, évidemment, l'anniversaire, voilà, de l'indépendance. Voilà, 62-2022 et j'ai continué, le cheminement après avec le documentaire Revenir, qui est une sorte de 5e épisode du podcast. Génial. Les podcasts s'appellent Transmission, c'est pas le fait du hasard. On est là pour parler de transmission et je t'ai dit quand on a préparé cet entretien il y a quelques jours, mon admiration et elle est réelle sur le fait que connaissant nos hommes, connaissant l'histoire, heu, que ta famille, aura traversée aussi, j'étais admirative que tu aies pu faire parler un papa, ton père, aussi facilement et sans trahir de secret et on fait un coucou à ton papa. Tu me dis que Oui. finalement, il y a tout un travail de préparation qui passe par les podcasts, mais que finalement, le résultat qui aboutit à ce documentaire Revenir, ça a quand même été un travail de longue haleine. D'ailleurs, tu le dis dans le podcast, je crois que les premières discussions, même si on est dans une tradition orale, on le rappelle, les premières discussions se sont souvent soldées par des engueulades. Ah oui, 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 mais ça c'est propre, voilà, je pense à mon père, mais je pense que beaucoup de voilà, d'enfants se reconnaîtront là-dedans. C'est voilà, on pique un peu, on teste, nos parents, voilà, nous testent, nous piquent, ça, on a l'habitude et c'est vrai que c'était aussi évidemment une façon de détourner, pour mon père, je pense, l'attention de ce qu'on devait faire ensemble. Oui, parce qu'il devait imaginer que son histoire était pas suffisamment intéressante ou pas vouloir se mettre en lumière pour parler d'une histoire finalement qui est son histoire singulière, son histoire personnelle, mais qui impacte toute une génération puisque ton père est né en Grande Kabylie. Alors Tout à fait. Alors, présumé né en 53, parce qu'il le dit lui-même que finalement ses papiers, même s'il a découvert qu'il est né le 12 novembre 53, hein, si je cite bien mes sources, ça c'est de mémoire, que finalement Exactement. ses papiers le distinguent comme étant né le 1er janvier 1953, puisqu'il n'a pas été déclaré dans les délais impartis. C'est le cas de beaucoup, hein. Euh, Tout à fait. L'histoire de ton grand-père est d'ailleurs en démarrage, au début de ton documentaire. Il y a un joli message en hommage à ta grand-mère, Taouset Saïd, que tu n'as pas connue finalement, Non, je l'ai pas connue, elle est décédée donc quelques bien avant ta années, naissance. avant ma naissance. Mais c'est vrai que, durant tous ces podcasts et le film, en fait, j'ai vraiment ressenti sa présence, parce qu'elle a laissé, en fait, comment elle a éduqué, mon père et plus généralement ses fils. Ouais, En fait, d'une manière, sans faire d'anachronisme, d'une manière très féministe, moi que je considère comme très féministe oui, oui, et oui. c'est voilà et c'est quelque chose en fait, moi j'ai été élevée, enfin principalement par mon père et voilà, c'est quelque chose moi qui m'a été transmis, cette liberté en fait qui vraiment, constituait, Taoussat Saïd, donc ma grand-mère. Ouais. D'ailleurs, il y a un moment dans l'échange, dans le documentaire Revenir, qui est disponible désormais sur les plateformes, qu'on peut voir dans sa totalité, une petite demi-heure. Ta grand-mère, effectivement, qu'on aperçoit en photo, est une maîtresse femme. Moi, j'en ai eu, j'ai eu et j'ai beaucoup de modèles. Donc, c'est vrai que encore plus en Kabylie, et non pas parce que je suis kabyle, mais c'est parce que aussi c'est une réalité pendant la guerre d'indépendance et même avant, la Kabylie s'est vidée de ses forces et les hommes immigraient pour pouvoir subvenir aux besoins d'une famille. Et c'est vrai que le système, la famille, s'est organisée autour d'un système matriarcal, autour de femmes qui souvent étaient illettrées, qui Tout à n'avaient fait. aucun moyen de subsistance. Mais on comprend dans les échanges entre ton père d'ailleurs et son frère, Moh, c'est ça, Mohamed, Moh, Oui, oui, Mohamed Aristide, oui. oui, Ouais, que voilà, qu'ils ont, et d'ailleurs tu leur fais la remarque qu'ils ont tous les deux hérité d'un caractère qui vient de leur propre mère et dont tu te revendiques aussi, hein. Donc c'est tout ce, complètement, oui. oui. Et sur cette histoire,
Je disais, est-ce que ça a été aussi facile que ça de faire parler ton père? On expliquait le fait que je te demandais si effectivement il y avait eu un travail de préparation, parce que tu es la seule fille de ton père, en fait. Oui, je suis Ouais, fille unique. Ouais, ouais, parce c'est que je assez dis, rare pour le. oui, Oui, le préciser. Oui, oui. assez rare pour que un père se livre, même si ton père, sans doute, c'est sans doute lié aussi au fait de son histoire, du fait qu'il ait fait des études, mais on n'est pas habitué, même si depuis quelques années, on découvre, se développe un travail comme ça introspectif de beaucoup de jeunes femmes d'origine algérienne ou maghrébine. Je citerai Lina Soualem de père algérien et de mère palestinienne, ou plus récemment de Dorothée Myriam Kelou, qui font un travail comme ça à accompagner leur père. On n'était pas habitué, et moi d'ailleurs je suis agréablement surprise. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, je disais, il y a beaucoup de choses à jeter, mais j'ai été tout de suite attirée, et d'ailleurs c'est à cette occasion-là que je t'ai sollicité, sur cette bande-annonce, sur le cheminement et la manière dont tu nous livres avec beaucoup de naïveté, beaucoup de candeur aussi, et c'est pas du tout négatif quand je dis ça, mais le parcours d'un père qui est dit, de ton père qui dit, la seule personne, il est pas retourné pendant 43 ans en Algérie, la seule personne pour laquelle effectivement je ferai le retour, je me déciderai à rentrer, c'est ma fille, c'est toi. C'est une sacrée responsabilité quand même qui te met sur les épaules. Oui, alors déjà pour en ce qui concerne le fait de le faire parler, c'est vrai que mon père se targue de ne pas être un taiseux, ce qui est un peu, voilà, Ce- comment dire, de tradition, la Oui, tradition, oui, comme oral. tu l'expliquais, voilà, des hommes. On est de tradition orale, donc on n'a pas de problème à parler. On n'a pas de problème à parler, mais on a un problème à parler de soi. Ouais. Donc, en fait, c'était ça, moi, mon challenge avec mon père. C'était, et d'ailleurs, je l'ai laissé dans le premier épisode du podcast, c'est-à-dire qu'il a l'habitude, voilà, en tant que militant, voilà, pour plein de causes, de prendre la parole. Donc, il commence par me parler donc de l'Algérie coloniale et notamment des écrits de Camus, Camus, le journaliste, pas Camus l'écrivain, sur voilà, la Kabylie pauvre. Il me fait en fait une sorte de masterclass sur l'Algérie coloniale. Et en fait, quand je lui explique que c'est pas ça qui m'intéresse, c'est son histoire à lui. Déjà, comme tu l'as dit, je pense qu'il voit pas trop l'intérêt. En fait, Mm. on a vraiment, et surtout, je dirais même plus pour la génération d'avant, on ne parle pas de soi. On ne dit pas je. On dit nous. On parle de voilà de ce qu'on est en tant que communauté. Et donc c'était vraiment moi l'important pour moi, c'était voilà qui raconte. Donc le premier épisode, c'est son enfance pendant la Ouais, colonisation, et mm. je voulais que ce soit à hauteur d'enfant. Donc lui en 62, il a 9 ans. Avant ça, évidemment, il y a toute l'histoire qui a bouleversé ma famille et tant d'autres, évidemment, de grandir dans un camp de regroupement, Sans comme tu l'as repère. dit. Voilà le père voilà tué, assassiné par l'armée française et par un bataillon de harkis. Donc voilà une histoire, quand même une enfance assez lourde qui n'a rien à voir évidemment avec la mienne, mais c'est ça que je voulais qu'il raconte. Et il a fallu, un peu comme tu disais, user de subterfuge donc pour arriver jusque-là, mais il était content du résultat. Le résultat est magnifique. Et que ce soit d'ailleurs dans les podcasts transmission ou dans le documentaire Revenir, on se rend compte aussi qu'il y a la patte de journaliste. Peut-être que si tu n'avais pas été journaliste, ce travail-là, tu l'aurais sans doute pas fait, ou différemment. Oui, je pense que en fait, le journal, enfin, je pense que chercher d'où on vient, vouloir connaître l'histoire de sa famille, c'est universel. Mm. Et tout le monde, à un moment, passe par là. Mais là où je pense que le fait d'être journaliste, ça m'a évidemment influencé, c'est que moi, j'ai des outils. Je sais, voilà, tout bêtement, écrire un article, voilà, réaliser un podcast ou un documentaire. Et donc, c'est vraiment, en fait, ces outils-là qui ont Mm. permis que bah, les recherches familiales deviennent un peu plus globales. Oui. Et puis on pourra parler de la fierté de ton père, parce qu'aujourd'hui que le documentaire est visible sur les réseaux sociaux, il se voit comment? Il n'a pas pris la grosse tête, même si tu disais il a l'habitude en tant que militant, et d'ailleurs on verra, on pourra en parler, ça lui a été son engagement militant lui a valu quelques déboires, mais il est fier de ce travail finalement. Enfin, je pense qu'il ne regrette pas, sinon tu ne serais pas allé au bout du travail. Oui, 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 il est très fier. Alors après, voilà, encore une Il fois, ne te le dira pas. il me l'a dit. Il va pas me le dire 4 fois.
Mm. Voilà, il faut prendre les je suis fière de toi, ma fille, les écrire quelque part et les garder un Ouais. peu dans son cœur parce que voilà, c'est comme ça. Mais voilà, sans grossir le trait, mon père me l'a quand même dit, mais je pense qu'au début, lors de le premier visionnage de Revenir, a été très dur pour lui. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais fait une sorte de résumé de sa vie. Et je pense que ce n'est pas facile de voir sa vie comme ça à l'écran. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû remonter. Ouais. Mais il m'a toujours dit, et à chaque moment en fait de ce cheminement, je voyais, je checkais avec lui, je lui disais ça va, c'est bon pour toi, on continue. Et il m'a toujours dit on avance. Voilà, ça c'est Ouais. de toute façon sa devise, Ouais. toujours devant. Même s'il a dit, je dis, ton père sort un peu de l'ordinaire. Non, il appartient à cette génération, donc né un an avant le déclenchement de la guerre d'indépendance en Algérie, orphelin de père relativement jeune. Il évoque en fait, il cite beaucoup Victor Hugo comme référence. euh, c'est sa vie aussi. En fait, sa vie très vite se fait en France. Il rejoint dans les années, fin des années 70, c'est ça, la France où son frère aîné est déjà là. Il évoque en fait dans son parcours familial des choses qu'on a connues, qu'on a lues des fois dans des livres ou qu'on a connues, de la misère en Kabylie, en Algérie de manière générale, mais encore plus en Kabylie, tel qu'évoqué par Albert Camus dans les séries d'articles qu'il avait fait, la réalité de cette immigration-là, dont on est, toi et moi, finalement dépositaires et dont on est les héritières, elle est liée au fait qu'à un moment, effectivement, il fallait partir pour survivre. Et c'est vrai que l'exil, finalement, ton père semble l'avoir vécu, en tout cas l'avoir analysé avec une certaine, enfin, avec de la distance, parce que pour lui, à partir du moment où il est venu en France, la question de retourner en Algérie s'est plus posée. D'ailleurs, la seule chose qu'il évoque, c'est quand il ne peut pas rentrer à cause de ses engagements pour enterrer sa propre maman. Mais il le dit bien, d'ailleurs, grosso modo, dans le documentaire. Voilà, il est revenu une fois, il est content, et puis je pense qu'il est troublé parce qu'il y a plein de choses qui ont changé en 43 ans. Et donc, finalement, son pays, c'est plus devenu la France. L'Algérie, c'est l'Algérie qu'il a dans ses souvenirs, quoi. Mm. Oui, tout à fait. En fait, mon père cite Victor Hugo, mais il cite vraiment juste une citation de Victor Hugo. Et c'est vraiment, je préfère l'avenir au passé parce que c'est Mm. là que j'ai décidé voilà, de passer le restant de mes jours. Ouais. Et je trouve que c'est assez symptomatique de beaucoup d'hommes et de femmes de sa génération. C'est Jamais regardé derrière, en arrière. Mm. voilà, si on regarde derrière, C'est douloureux. c'est douloureux. Ouais. Et donc, on se concentre sur ce qu'il y a devant. Et donc, c'est pas un rejet de l'Algérie, loin de là. En Mm. France, on était tout le temps entouré d'Algériens et d'Algériennes. Voilà, culturellement, l'Algérie était partout Oui. chez moi, mais on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Et on est ici, on est en France, nos enfants sont là, donc c'est ici qu'on va faire notre Mm. vie. Et c'est le cas de beaucoup de gens de sa génération, effectivement. Bizarrement, depuis quelques semaines, sont relatés beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui ont quitté l'Algérie et qui sont retournés au bout de 40, 50 ans. C'est aussi parce qu'à un moment, je pense que l'âge avançant, on a besoin de retrouver les siens. Alors, pour un père qui se dit pas nostalgique ou très peu nostalgique, il a quand même pas du tout oublié la langue kabyle que vous ne parlez pas à la maison, parce que comme il le dit, il a fait un mariage mixte. Oui. Oui, alors en fait, ma mère est décédée, mais voilà, elle venait À de son nom. Annaba, une ville L'arabophone. arabophone, voilà. Donc évidemment, quand ils devaient communiquer, ils communiquaient en français, c'était leur langue commune, parce que mon père, évidemment, parle arabe, mais sa langue maternelle, c'est le kabyle. Donc, il ne m'a pas transmis le kabyle. Alors, il m'a inscrit à des cours de kabyle dans l'association de culture berbère qu'il présidait pendant plus d'une quinzaine d'années. Mm. Mais comme je lui dis, voilà, c'est pas pour moi comme ça qu'on transmet la langue à des enfants. Oui, oui, c'est en général, encore plus dans nos cultures de tradition orale, c'est la mère qui transmet cette langue. Ouais, ouais. Exactement. Donc lui, mais voilà, il ne m'a pas transmis cette langue. Je l'ai toujours entendu parler en kabyle avec tous les gens de ma famille, mais on a toujours communiqué en français. Mm. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je regrette un peu aujourd'hui.
mais je pense qu'il faut voir quand même l'histoire de leur point de vue. Et voilà, ils n'avaient pas de mode d'emploi quand ils sont arrivés. Et ils se sont dit, voilà, mon père s'est dit, bah, ma fille est née en France, elle va faire sa Ouais. vie en France. Donc voilà, l'important, c'est qu'elle parle la langue de ce pays-là. Qu'elle Ils ne se soit sont pas intégrée, forcément voilà. exactement Mm, intégrés. Je pense que mm, c'était mm, mm, mm. une peur pour beaucoup de parents que les enfants ne soient pas intégrés. Et donc, voilà, il a fait comme il a pu et c'est déjà très bien, je trouve. Alors, je dis, pour quelqu'un qui se dit pas très nostalgique, ton documentaire est quand même. Enfin, je parle au nom de ton père, mais j'ai aimé aussi la manière dont, que ce soit les podcasts, mais encore plus le documentaire Revenir, est ponctué de chansons qui nous rappellent le folklore, et pas que kabyle, et qui sont effectivement des chansons qui arrivent de textes qui arrivent à point nommé, qui évoquent que de la nostalgie, que de la nostalgie. Que ce soit dans les podcasts, quand on évoque Slimane Azem, c'est quand même le chanteur de l'exil. Pour y dire, ça a été aussi la même chose, même si lui, son exil a pas été forcé comme Slimane Azem, mais c'est vraiment au-delà de cette histoire familiale, cette histoire personnelle. C'est vraiment, on peut facilement enfin, beaucoup d'hommes, je pense, vont s'identifier à Slimane Amar en toute honnêteté. Et c'est vrai que, je disais, ils sont évoqués dans des questions cruciales qu'on a oubliées, enfin, la situation des familles en Algérie et en Kabylie pendant la guerre d'indépendance avec ce système matriarcal imposé, les difficultés qui emmènent les hommes souvent à l'exil, et puis on rappelle la question de l'exil, dans quelles conditions. Bon là, il se trouve que ton père, je crois, a rejoint Paris parce que son frère aîné était déjà là. Tout à fait. En fait, mon père, voilà, c'est le petit dernier. Mm. Ma grand-mère a eu 8 garçons, Ouais. 3 ont survécu. Il faut savoir que la mortalité infantile, évidemment, pendant la guerre d'indépendance, c'était en Kabylie, voilà, c'était Mm, mm. l'hécatombe. Donc son grand frère était ouvrier en imprimerie, donc vraiment un travailleur immigré. Et lui a eu la chance d'aller à l'école. Et donc, il est venu rejoindre son frère. Mon père, lui, c'était pour faire des études. Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que son grand frère, comme il aime bien le rappeler, était Ouais. là avant lui. Oui, et puis les retrouvailles sont belles aussi, parce que même si aujourd'hui, depuis quelques années, les moyens de communication entre la France et l'Algérie sont simplifiés, mais on retrouve quand on participe ces retrouvailles, comme si en fait ils s'étaient quittés la veille, mais on voit en même temps la réalité, c'est que le temps est passé, que c'est plutôt là ou des personnes vieillissantes ou dont la vie est déjà faite, qu'on retrouve et dont on sent qu'on leur a volé quelque part leur jeunesse et une partie de leur histoire, hein. Ouais. Oui, tout à fait. Mon oncle venait régulièrement en France. Donc, quand on voit les retrouvailles, ça fait pas 43 ans que mon père Oui. n'a pas vu son Mmh. frère. Oui, Mais ça fait plusieurs années et tout ça, avec le Covid en plus. oui, Et oui. donc, je pense que ça a aussi évidemment participé à l'envie de mon père de retourner en Algérie. C'était évidemment pour voir son frère qui peut plus trop se déplacer, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, le titre du documentaire Revenir, c'est ton idée? Parce que ça a une importance, c'est pas anodin d'avoir tu aurais pu dire rentrer et en fait non, c'est revenir. Revenir, ça veut dire qu'il y a pas de il y a ton père évoque pas le souhait de revenir en Algérie, de rentrer en Algérie définitivement. Non, pas du tout. Mon père dit souvent que maintenant, c'est une sorte de mutant. C'est-à-dire que voilà, c'est un Algérien, il a son logiciel algérien, mais il a vécu plus en France maintenant Ouais. qu'il a vécu en Algérie. Il a quitté l'Algérie, il avait 20 ans, même Mmh. s'il a fait des allers-retours jusqu'en 60, France. non, jusqu'en 80, pardon. Bah, oui, oui, oui. Mais voilà, donc voilà, il est toujours entre deux et il a passé plus de temps en France qu'en Algérie. Donc non, sa vie est ici évidemment. En plus, voilà, moi je suis en France, mais revenir c'était important parce que j'ai commencé les podcasts et je voulais toujours qu'il y ait un verbe dans le titre. Donc ça a commencé par grandir pendant la guerre Oui, d'Algérie, oui, oui. puis Mmh. partir, l'exil, et donc voilà, ça devait se terminer par revenir. Mmh. Mais en tout cas, j'ai dit, on voit qu'il y a beaucoup de pudeur dans cet échange parce que il n'est pas facile. Moi qui ai eu un papa taiseux, j'insiste, il n'est pas facile d'avoir réussi quand même ce tour de passe-passe de faire parler un homme, qui plus est un père. Il est retourné depuis en Algérie. Je ne veux pas trahir de Alors secret.
Non, non, pas du tout. Alors, ce qui est drôle, c'est que bon, pour ceux qui et celles qui auront vu le documentaire, il fait que répéter qu'il n'y retournera Il plus, revient, c'est ouais, fini, il a fait ce qu'il avait à faire. Il y est retourné l'année d'après. oui, Voilà. Donc voilà, maintenant, en fait, il y a plus le poids des 43 ans, d'absence. Tout ça est beaucoup plus fluide et donc voilà, il retourne en Kabylie, pour voir, son frère. Il va visiter Alger avec son neveu. oui, oui, Donc même si on sent, oui, oui, on sent dans le documentaire qu'effectivement, la visite d'Alger, la traversée d'Alger l'agace un petit peu, l'exaspère, parce qu'il a juste envie de partir en Kabylie. Ouais, ouais. Oui, alors, au début, dans le documentaire, il a pas du tout envie d'être à Alger. Pourquoi? Parce qu'il a tout de suite envie, de retourner, dans son village. mm, C'est le cas mm, de voilà, je pense que tous les Algériens se reconnaissent là-dedans, voilà, la ville, le village, c'est quelque chose de très important. Mais, une fois que ça, c'était fait, il a pu, plus apprécier, on va dire, de faire le touriste, comme il dit, à oui, Alger. oui, oui, qu'il n'avait pas eu le temps de faire sans doute quand il était jeune. Il aura payé de son engagement militant, ce qui lui vaut effectivement pendant une quarantaine d'années, au lendemain des années 80 de ce qui s'est passé entre autres en Kabylie. Il vaut comme un bannissement, c'est ça? Et de ne pas retourner. Est-ce qu'il s'est banni lui-même ou c'était une raison qui a fait qu'il a voulu s'éloigner de la Kabylie, se mettre à distance? Non, je pense que en fait, à l'époque, mon père avait refusé de faire son service militaire et il militait, notamment, voilà, pour, le La parti culture berbère, de hein. Mmh. la culture berbère Mmh, et mmh, mmh, aussi, le parti de Boudiaf qui est devenu mmh. président ensuite et donc là, à partir de ce moment-là, on va dire, 80 à, 91 il me semble, enfin 90, enfin à l'arrivée de Boudiaf au pouvoir, Boudiaf est arrivé et a un peu, fait table rase quoi. Tout le monde était entre guillemets «pardonné». L'espoir renaissait Heu, et puis l'espoir renaissait en Algérie, on avait espoir exactement, d'un monde meilleur, ouais. Mmh. tout à fait. Mais entre voilà, il a eu 10 ans où il avait pas de passeport parce qu'il pouvait pas y retourner, ça aurait été très, très, très compliqué pour lui, d'y retourner. Il s'est pas banni tout seul, sinon il y serait retourné, ça c'est sûr. Oui, oui, parce que Ouais. justement, il raconte que combien ça a été et dans son discours, dans l'échange, je ne sais plus si c'est dans le documentaire, je pense que c'est plutôt dans le podcast, il évoque à mots doux, même si on a compris que c'est quelqu'un qui ne veut pas trop s'épancher sur ses souffrances, des moments difficiles. La perte de sa mère à laquelle il peut et l'enterrement de sa maman à laquelle il ne peut pas assister et puis l'évocation de périodes difficiles, même s'il raconte de manière très bienveillante, l'enfant et les 2 souvenirs, les 2 images qu'il a de son père qu'il n'a pas vu, qui a été assassiné, pendant la guerre d'indépendance, de ces 3 hommes qu'il voit fusillés par les harkis et l'armée française, parce que pris pour exemple et assassinés comme on faisait à l'époque, devant, ben, toute la population, histoire, Tout à fait. hommes, Les voilà, enfants, les oui. enfants, voilà, Mmh. et qui racontent, on vit avec lui effectivement, même pour ceux qui n'ont pas vécu ce moment-là, on voit qu'il y a encore beaucoup de souffrance malgré le fait qu'il montre effectivement que tout va bien, que tout est sous contrôle, ouais, ouais, mmh. Oui, c'est sûr, je pense qu'il y a plein de choses qui s'entremêlent et c'est souvent ça avec les histoires, d'immigration et algérienne. Mmh. Il y a à la fois l'histoire du pays, donc qui influe sur, évidemment la vie de tous, donc l'enfance de mon père, pendant la colonisation, bah, comme tu l'as très bien dit, alors lui, il veut pas trop, voilà, faire pleurer dans les chaumières, comme Ouais, il dit. mmh. Mais moi, j'aime bien le rappeler quand même, voilà, tous les enfants n'ont pas vu, des hommes fusillés devant leurs yeux, en grandissant. C'est quand même, spécial, on va dire, Mmh. Mmh. comme vie, sans compter son père et voilà, il y a aussi évidemment, comme tu l'évoquais, son histoire personnelle, le fait de ne pas pouvoir enterrer sa mère. Je pense que ça a beaucoup joué sur le rapport qu'il avait, avec son pays. C'est Mmh. bah, ouais, voilà, comme, le disait bien, la véronique Ateb Yassine, la mer, le pays, c'est souvent des choses qui se rejoignent, donc sans faire, le poète. Mais oui, je pense que, voilà, il y a des choses qui l'ont beaucoup touché. Si tu veux, on pourrait aborder encore un 2 points. Ce voyage que tu fais avec ton père du coup en 2023, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'était ton premier voyage en Algérie? Alors, moi, c'était mon premier voyage en donc Kabylie?
en Kabylie. Voilà. Moi, j'avais fait déjà en fait cette démarche seule en 2018. Mmh. J'étais retournée à Annaba, donc avec mes oncles, Ah, dans la génial. famille, enfin mes oncles maternels. Et c'est ma première expérience en Algérie. Enfin, j'y suis allée quand j'avais 1 an, mais évidemment, je ne m'en souviens pas. C'était simplement avec ma mère, parce que mon père à l'époque ne pouvait pas revenir. Rentrer, Voilà. revenir, oui. Mmh. Mais oui, donc moi, j'avais déjà fait en fait, cette démarche en fait d'aller à la rencontre, de ce pays que moi j'avais pas connu, voilà, les voyages au bled, le break, chargé, que Rimka du 113 décrit dans la chanson Tonton du bled, moi je l'ai pas connu. C'était vraiment voilà, quelque chose qui voilà, qui me mettait parfois un peu à part, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc j'y suis retournée, adulte en 2018 Mmh. et en 2023, la Kabylie et cette fois-ci avec mon père, ce qui était quand même, plus joyeux, on va dire. Ouais. Il y aurait une suite à ce documentaire où tu estimes que l'essentiel est dit, qu'il y a pas besoin après ça reste de l'ordre du privé? Il y a pas vraiment de suite, à proprement parler. En revanche, je suis en train donc d'écrire un livre, un roman, qui sortira normalement, si tout va bien, je touche du bois, en août 2025 pour la rentrée littéraire. Donc sur en fait, ces histoires-là d'enfants d'immigrés et l'entremêlement en fait des générations quoi. Tout Mmh. voilà, on peut à la fois nous, ceux qui sommes nés en France, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on va perdre et comment en fait, ceux qui sont venus avant nous, nous ont tracé le chemin. Mmh. Voilà. Ça t'a enrichi? Qu'est-ce que ça a changé en toi, en fait, ce retour à l'Algérie? Alors, on a évoqué Annaba il y a quelques années, puis le confinement, le Covid est arrivé entre-temps, qui a sans doute ralenti un petit peu tes projets, mais ça a changé quelque chose? C'était important pour toi finalement de connaître un peu mieux le pays de tes parents? Tout à fait. Je dirais que ça m'a renforcée, ça Mmh. m'a ancrée encore plus en France. C'est vrai qu'en fait, nous, on a quand même grandi avec, l'idée que, voilà, avec quand même un récit national en France, qui est quand même, lié à la colonisation, qui est quand même, très limité. Mmh. Donc donc en fait, ça m'a permis de me rendre compte que voilà, en fait, on a une histoire. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais on a tellement enfin, une partie du récit national français a tellement essayé d'effacer nos histoires que c'est important de se les réapproprier, Mmh. de les raconter nous, parce qu'on nous a souvent raconté nos histoires. Et ça, je trouve ça important. Et tu l'évoquais avant avec Dorothée Myriam Kellou et Lina Swalem. Maintenant, c'est nous qui racontons nos histoires, c'est nous qui allons les raconter. Et ça, je trouve ça très important. Et ça m'a vraiment donné une force. Et quand j'entends en fait maintenant les histoires, voilà, de ma grand-mère, mais de mes grands-mères, hein, de mes parents et de tous ces personnes qui, dans des situations mais complètement horribles, sont restés dignes, Digne. Mmh. résilients, voilà, sans en faire sans un peu esthétiser la résilience. J'aime pas trop ça. Ils n'ont pas eu Mmh. trop le choix, hein. C'était ça ou rien. Mais en tout cas, voilà, c'est des modèles et on n'a pas du tout à avoir honte, ce qu'on nous a souvent, voilà, un peu rabâché. Voilà, en ce moment, le climat politique devient irrespirable. Donc voilà, ça nous renforce sur le fait que nous aussi, on a des histoires françaises à raconter. Ouais et on a notre place, ouais et effectivement, Exactement. on je cite souvent: «Pour avancer, il faut savoir d'où on vient» et c'est juste magique parce que grâce à ce documentaire et au podcast de transmission, tu sais précisément d'où tu viens. Mais écoute, merci. On va passer un petit coucou amical à papa Slimane. Oui, bah, mon père aura sûrement des choses à redire sur ce que je viens de dire. Ça fait partie Ça du jeu. ça ça donnera lieu à des nouvelles discussions un petit peu Voilà, il un va petit peu encore enflammées. quelques débats, à la maison, mais ça, voilà, je suis née pour débattre avec, enfin, grâce à mon père, hein, évidemment, ça m'est pas venu toute seule. Donc voilà. Bisous Slimane Amara. Et beaucoup de fierté en tout cas à tous ces papas, encore plus avec la difficulté
d'élever pratiquement seule une fille, et puis en même temps de ne pas d'avoir poursuivi ses engagements, de s'être battu pour ses engagements, de les avoir transmis et d'être digne, parce que c'est vrai que c'est le mot qu'il faut garder en filigrane. Voilà. Mais écoute, Tout à merci fait. pour ce partage. Merci beaucoup, Aïda.